Bonsoir à tous. Yvan Dromer, je suis le directeur de l'ADEC, cette maison du théâtre amateur. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir dans le cadre d'un projet qui a été mené toute l'année, qui s'appelle, le parcours s'appelle Théâtre-Études et Lumière-Études, que nous co-organisons et à la demande de l'INSA de Rennes depuis plusieurs années déjà. Je laisserai Stéphane, représentant de l'INSA, nous dire pourquoi ils ont mis en place ce parcours. Nous avons décidé en tout cas cette année d'inviter la DUD, Laure et Chloé, qui sont les deux artistes intervenantes au sein de cette compagnie, qui est leur compagnie, deux artistes professionnels. Nous leur avons proposé d'accompagner 12 comédiens, donc membres de l'INSA et aussi de Sciences Po Rennes. Et aussi, nous avons demandé à Kamal, notre régisseur, Kamal Benazir, régisseur de l'ADEC, d'accompagner 3 techniciens de l'INSA. Donc ça, c'est la partie technique-études, et qui ont donc travaillé ce soir aussi et toute l'année sur la création lumière du spectacle. Voilà. Je vais laisser la parole à Stéphane pour la partie plus académique. Je parle même en tant que producteur, puisque c'est une petite formule que j'avais eue avec un ancien artiste, Philippe Lang, qui est là d'ailleurs. Et finalement, je me dis, finalement, c'est bien mon rôle de producteur, puisque j'amène des sous avec l'INSA de Rennes, qui organise ce parcours, qui est une option théâtre-études et lumière-études, et qui consiste sur 2 années, sur une promotion d'une dizaine jusqu'à 12, 13 ce soir, 12 ce soir, étudiants de 13 ce soir, étudiants de poursuivre ce petit parcours théâtre-études et lumière-études. Il ne s'agit pas de faire des comédiens, mais juste d'avoir un accès au plateau et puis un accès aussi à une représentation avec le public. Alors c'est une représentation, une restitution, bref. Vous allez voir ce que ça va donner. De toute façon, Laure et Chloé pourront vous donner quelques mots. Donc avec l'INSA de Rennes, cette année, pour cette promotion, on s'est associé avec Sciences Po Rennes. Donc depuis 2 ans, il y a des étudiants de Sciences Po qui suivent aussi cette option théâtre-études et lumière-études. Et il se trouve que cette année, il y a eu ce festival de théâtre politique, Théâtropolis, et je vais passer la parole à Margot. Bonsoir à tous, bienvenue, merci beaucoup. Je m'exprime au nom de Théâtropolis, effectivement les étudiants de Sciences Po Rennes qui ont organisé ces 3 derniers jours un festival de théâtre politique à Sciences Po, et on est vraiment ravis de pouvoir s'associer ce soir dans le cadre de cette soirée à l'ADEC et à l'INSA, et pour soutenir une démarche artistique qui nous paraît vraiment très intéressante, aussi bien dans la thématique qu'effectivement dans la démarche de création. J'ai pu rencontrer Laure et Chloé au cours de la démarche pour construire ce festival, et on est vraiment ravis d'être là et de pouvoir intégrer cette soirée à notre programmation ce soir. Bon spectacle à tous. La parole aux artistes. Merci beaucoup. Du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Margot, puisque nous aussi, on est ravis de ce partenariat. C'est vraiment c'est vraiment super de pouvoir mêler comme ça travailler avec des adultes en études et pouvoir creuser avec eux. Je m'excuse si je suis pas claire, parce que déjà, je ne suis pas à la base, et là, je suis à la crève. Donc, si je suis pas claire, vous n'hésitez pas à me le dire, ou tu complètes. Donc, du coup, avec eux, on a essayé de mettre en place... en fait, quand on nous a parlé de théâtre-études, on nous a dit essayer de mettre un petit peu les choses qui vous intéressent, vous, dans votre compagnie, en lien avec eux, à quels endroits ça vous intéresserait de travailler avec eux. Donc nous, on a décidé de faire avec eux une écriture de plateau. Donc une écriture de plateau, ça veut dire que tout ce que vous allez voir là ce soir a été créé par eux, avec nous, pour l'occasion. Donc il y a certains thèmes présents, il y en a beaucoup aussi qui les ont écrits eux, et toute la forme, toutes les choses comme ça, on l'a cherché ensemble autour d'une thématique qui est Hérostrate. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu la Bible du spectacle ou ce genre de choses, c'est un petit peu ça qu'on explique. Et donc on est encore sur du travail en cours, parce qu'on a travaillé 45 heures depuis octobre. C'est un temps de création très court, c'est très joueur aussi, parce que du coup ça nous... Et les élèves ont été très investis, donc ça nous a permis de faire un travail dont nous sommes très fiers, et qui est encore en cours. Donc voilà, regardez là, ça va être la première fois qu'on fait un bout à bout de toute la pièce, et on va être très heureux de la découvrir avec vous. Non, j'ai rien à rajouter. Bon spectacle. Merci. Merci. Juste
pour le dérouler, vous dire que juste à la fin du spectacle, il y aura ce qu'on appelle un bord plateau, animé par deux camarades de Sciences Po, qui nous permettent d'échanger avec vous et aussi avec les étudiants sur la question du théâtre politique. Voilà. Donc je vous souhaite un bon spectacle à tous et à tout à l'heure. Pour cette fin de reportage. Avant Jésus-Christ, la nuit du 21 juillet, le grec Érostrate brûla le temple d'Artémis à Éphèse. L'une des 7 merveilles du monde. Le temple fut totalement détruit. Plutarque rapporte que l'événement eut lieu le jour où naquit Alexandre le Grand. Mis à la torture, Érostrate avoua les motivations de son geste. Il cherchait la célébrité immortelle. L'assemblée des Éphésiens décréta alors que tous ceux qui prononceraient son nom seraient punis de mort. La damnation mémorielle. L'historien Théobonde le mentionna néanmoins dans ses Héléniques, suivi par Élien, Solinus et Strabon. Ainsi, le nom d'Érostrate se transmit d'âge en âge. Sartre en fit mention dans l'une de ses nouvelles. Je connais votre type. Il s'appelle Érostrate. Il voulait devenir illustre et n'a rien trouvé de mieux que de brûler le temple d'Éphèse, l'une des 7 merveilles du monde. Et comment s'appelait l'architecte de ce temple? Je ne me rappelle plus. Je crois que l'on ne sait pas son nom. Une royale de Bourgogne contre leur manteau, une ribambelle de nains qui veulent dans mes fonds, une armée de gamins qui veulent les magasins, 3 millions lycéens carbonisés en bouquins, une concierge allumée pour le beau quartier, le président fait les hantards à l'Élysée.
Elle s'est trémoussée, autrefois, au théâtre de Kiel, pour un cachet. Mais ça n'a rien donné par la suite. La catastrophe a eu lieu. À Blanche-Neige, elle n'y est pas arrivée. Une flébite à la jambe gauche. Fini. L'artiste est la poisse de l'artiste. Pas vrai? C'est là que ta carrière a été fichue. C'est là que je suis arrivée. Permission au pays affamé de femmes. Oh, c'est là qu'elle m'a fait des crêpes. La crêpe probatoire. Elle sautait au tremplin, mais elle a raté le saut de 8 mètres. Là, elle a échoué. Mais la crêpe, mon cher collègue, ministre, président. Oh, ma petite, ma fille est à tresse. Une époque qui demande une perfection toujours plus parfaite. Il y en a très peu qui atteignent le sommet. Championne de tremplin d'Allemagne du Nord, enfin bon, tous échouent. Et puis, ils font des crêpes pour le revenant. Théâtre, comédie, art pictural. La politique les enfonce comme ils n'ont jamais été enfoncés. Mon cher collègue, à qui dis-je cela? Celebrity Worship Syndrome! Celebrity Worship Syndrome! Attention. Un syndrome psychologique bien particulier. Guillaume Sonnet, j'interviens dans le cadre de votre semestre en psychologie cognitive et sociale. Qui n'a pas encore de traduction en français officielle, donc soyez indulgents. On va parler du syndrome de vénération des célébrités. Alors, c'est un syndrome qui n'a été établi qu'assez récemment par des chercheurs britanniques entre 2000 et 2010. Ils ont fait des études sur des échantillons de population allant de jeunes adolescents de 14-15 ans à des vieilles personnes de 60 ans. Ils leur ont posé des questions sur leur rapport aux célébrités. Et ce qui se dessine dans les résultats de ces études est assez intéressant. De ces études, 3 catégories, 3 stades ressortent, tous indépendants. On va y aller graduellement, du plus bénin au plus spectaculaire. Pour commencer, nous allons commencer par l'amuseur social. L'amuseur social s'intéresse à beaucoup d'informations sur sa célébrité. Il est comme captivé par ses faits et gestes. Pour vous donner un petit exemple, un amuseur social, ce serait... Oui, j'aime beaucoup Muse. C'est Muse, monsieur. J'aime beaucoup Muse. C'est vrai, voilà, j'écoute beaucoup, je parle beaucoup du groupe avec mes amis, j'écoute les morceaux du groupe avec mes amis, je les suis sur les réseaux, c'est passionnant. C'est assez inoffensif pour l'instant. On passe maintenant à la catégorie au-dessus. Le second stade, c'est celui de l'intéressé intense. J'adore David. Si tu veux, lui et moi, on est liés. On est comme des proches. C'est intense. Quand je pense à lui, je pense à lui tout le temps. Quand je sors avec mes amis, quand je me lève, quand je me couche, c'est David. C'est un peu plus étrange, n'est-ce pas? Avez-vous un individu commence à fantasmer? Ce stade est associé à des troubles psychologiques tels que la psychose, certaines
névrose. Mais on peut faire pire. On peut faire pire. Troisième stade, c'est celui du borderline pathologique. Quand Harry était avec Tyler, je lui envoyais des messages de mort. Elle m'a bloqué sur Twitter. C'était mauvais à ce point-là. Si je la voyais maintenant, je la plaquerais au sol. Je la piétinerais. Je lui arracherais les cheveux. Je lui arracherais ses yeux. Et je les écraserais. Voilà ce que disait une fan du chanteur du groupe One Direction, Harry Styles, à propos de jalouse de sa relation de l'époque avec la chanteuse Taylor Swift. Ça se passe de commentaires. La première fois que je t'ai rencontré, tu avais ce déshabillé rose et rouge, ce chapeau blanc, ce mini jean ainsi que cette ceinture blanche. Tu attendais quelqu'un et je te regardais à travers la vitre. Je ne peux pas t'oublier. T'oublier, ce serait comme me brûler au napalm. John Mondock Hinckley Jr. Cet homme était totalement obsédé par l'actrice Jodie Foster, qui en est venue à tenter de tuer un président des États-Unis. Ça se passe de quoi? Voilà, jusqu'à quel niveau cela peut aller. Notez donc l'usage du mot vénération pour regrouper l'ensemble de ces cas, car c'est l'adoration que ces individus peuvent porter à certaines célébrités qui peut être comparable à la foi de certains dévots. On pourrait se dire aussi que les actes de ces individus restent des cas isolés. Les chiffres le prouvent. Sur 3000 personnes interrogées, seulement 1% montrent des tendances obsessionnelles, 10% montrent un intérêt intense, et 14% disent être prêts à se sociabiliser avec des individus qui portent le même amour à leur célébrité. Mais les syndromes psychologiques sous-jacents à tous ces cas, psychose, névrose, anxiété, dépression, pauvre estime de soi, etc., peuvent mener à des actes graves du fan envers lui-même comme envers sa star. On rigole bien quand on voit ces jeunes adolescentes à la télévision criant pour que leur star daigne les regarder, daigne donner de l'intérêt à leur vie triste. Mais que fait-on quand elles sont prêtes à se suicider pour qu'on puisse les voir? Que fait-on des stalkers, prêts à tout pour suivre l'objet de leur désir? On ne sait toujours pas l'origine de ce syndrome, mais une chose est sûre, la star prend une place telle chez ces personnes qu'elle en vient à remplacer des relations personnelles. Et tout le monde peut être touché par ça. On y court. Avant que je vous expose le plan, il est nécessaire que vous compreniez bien mes intentions. Si je fais tout ce qui va suivre, ce n'est pas pour avoir une heure de gloire éphémère comme il y en a tant de nos jours. Je veux que l'on me connaisse, que l'on me reconnaisse à vie. C'est ça le plan. Je veux gagner suffisamment d'argent et recevoir suffisamment de reconnaissance pour le reste de mon existence. Avec l'argent, je m'achèterai une maison, quelque part aux États-Unis, dans l'un de ces quartiers sécurisés et éloignés de tout. La reconnaissance, c'est pour que plus personne ne me fasse chier
et que je puisse procrastiner tranquillement. Plus de parents, plus de frères et de sœurs super actifs dans leur vie, plus de pression sociale qui me force à essayer de construire quelque chose pour pouvoir devenir quelqu'un. Après ça, je serai tranquille. Le plan tient à 2 facteurs super importants. Ma capacité à planifier cette journée qui doit me mener à la gloire éternelle et Tom. En ce qui concerne la première partie, c'est plié. Le plan que j'ai élaboré est infaillible. En ce qui concerne Tom, rien n'est moins sûr. Tom est très doué en ce qui concerne l'informatique. Exceptionnellement doué, en fait. À 13 ans, il s'est fait arrêter pour avoir piraté une banque de renommée internationale. Comprenez bien que Tom est brillant pour s'infiltrer dans des lieux virtuels, mais qu'il est incapable de concevoir pourquoi ce qu'il fait est moralement discutable ou répréhensible. Mais cette histoire de banque hackée qu'il m'a racontée m'a donné une idée. Pourquoi ne pas refaire l'histoire en y ajoutant un but et une fin? Alors voilà le plan. Demain, à 8 h, Tom retire plusieurs millions de milliards d'euros des comptes bancaires les plus fournis et les redistribue sur les comptes les plus pauvres. Il s'enfuit du sous-sol dans lequel nous nous trouvons et me laisse seul, moi et l'ordinateur sur lequel il a réalisé l'opération. Dès 9 h, la nouvelle se répand dans les médias. Un hacker aurait refondé un nouvel ordre économique international à lui tout seul. Les employés de bureau, les serveurs de café, les patrons des grandes entreprises, tout le monde suit l'affaire. Le pays entier, puis le monde, retient son souffle. À 9 h 30, les autorités interviennent enfin. Un commissaire déclare avoir remonté la piste des hackers et on aperçoit enfin la maison depuis laquelle l'entière opération aurait été orchestrée. Une dizaine de policiers encadrent le bâtiment. Lorsqu'ils y entrent enfin, suspense. C'est un film d'action en direct. Pour tout le monde, la routine est bousculée. Et on ne s'avouera jamais que l'on espère secrètement que ça tourne mal, qu'il y ait encore plus de rebondissements. Un silence donc, et puis j'apparais. Je sors, les mains en l'air, le visage bien en vue de tous. Il est nécessaire qu'ils voient mon visage. Le cerveau humain se souvient bien mieux d'une image que d'un nom. On m'embarque, un policier y va un peu fort sur les menottes, et puis je crie quelque chose du genre « L'économie étouffe notre liberté !» On me pousse à l'arrière de la voiture de police, zoom sur ma silhouette à travers la vitre, et hop, l'opinion publique est dans ma poche. Un peu plus tard dans la matinée, je suis au tribunal et j'attends que mon procès débute. Ils ont réuni aussi vite qu'ils ont pu des jurés tirés au sort parmi les citoyens. L'histoire fait des vagues, elle remet en cause le système et sa sécurité, et le gouvernement veut en finir au plus vite. Ils ont hâte de me voir arrêtée, emprisonnée pour ce que j'ai fait. 11 h 30. Quelques minutes avant le début du procès. Une mère de famille apparaît à la télévision, les larmes aux yeux. Elle me remercie et m'appelle sa sauveuse. Je lui ai permis de payer les études de son fils, elle raconte. Elle déclare que mon action aura changé leur vie, à elle et à sa famille, à tout jamais. Ça y est, j'ai marqué les esprits. « 15 h.
à la surprise de tous, je sors du tribunal graciée. Ça a tout de même pris un peu de temps. La décision n'était pas facile à encaisser. Ce qu'ils ont tous oublié de prendre en compte dans leurs calculs, c'est que les jurés, de moitié au moins, ont été corrompus. Ils l'ont été ce matin, avant même que ne soit organisé le procès, quand Tom a viré des milliers d'euros sur leur compte en banque. Et voilà comme ça demain, en à peine une journée, je serai connue et tranquille à tout jamais. Rien de tout ça n'arrivera demain. Tom est mort. Hérostrate! Génie ou idiot? Génie! 2 whisky! Criminel! Tu sais, ce qui m'énerve le plus aujourd'hui, ce sont les gens qui jugent Hérostrate des faits sans le connaître. À maintes reprises, il a été traité de fou, de criminel, de terroriste, de monstre. C'est là un ramassis d'allégations irréfléchies qui dépassent de loin les agissements de l'homme. Certes, il s'est rendu coupable d'incendie volontaire, mais peut-on pour autant le traiter de criminel? Quelqu'un a-t-il été tué dans l'affaire? Non. Quelqu'un a-t-il été blessé dans l'affaire? Non. Et non. C'est parce qu'Hérostrate avait délibérément prévu de ne ni tuer, ni blesser qui que ce soit. Il a agi consciencieusement. Il est coupable. Mais nous ne pouvons pas le qualifier de criminel. C'est un acte que nous nous devons de qualifier d'humain. Si, parfaitement. D'humain. C'est le terme. Je ne suis pas sûr que ça suffise d'en faire un génie. Ah, j'ai pas fini. 4 whisky. Je tenais maintenant à attirer votre attention sur les conséquences de ces actes. On peut être scandalisé par son geste. Mais il faut tout de même prendre en considération qu'en plus d'avoir épargné l'intégrité physique de ses concitoyens, il n'a lésé personne. Il est accusé et jugé. Oui. Or, qui a porté plainte? Est-ce que la propriétaire du temple a porté plainte? Non, personne. C'est là une bien curieuse affaire. Madame Artémis possède en effet un temple gigantesque en plein milieu de la cité d'Éphèse, mais elle ne porte pas plainte. C'est donc qu'elle a sûrement quelque chose à se reprocher, ne croyez-vous pas? Mais c'est une déesse. Mais justement, puisque c'est une déesse, pourquoi a-t-elle laissé la justice des humains faire? Elle aurait parfaitement pu éteindre l'incendie comme on souffle une allumette, ou bien pulvériser Hérostrate d'une simple pichonnette. Mais non, elle n'a rien fait. C'est donc qu'elle ne souhaitait pas nécessairement empêcher l'acte. Je récapitule. Personne n'a été tué.
personne n'a été blessé. Mais personne n'a été lésé non plus. On ne peut donc pas décemment accuser l'ami Hérostrate d'avoir causé du tort à qui que ce soit. Ça reste idiot de faire ça pour la célébrité. 12 whisky. Mais j'en arrive juste au plus important. Ce qui vous convaincra, non seulement de l'absurdité de ceux dont on l'accuse, mais également du splendide génie d'Hérostrate. Je me suis, tout comme vous, interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à agir. Le dépeindre comme un idiot en quête de célébrité le disqualifie immédiatement à vos yeux. Je suis toutefois persuadé qu'il n'a pas agi dans un objectif de félicité individuelle. Je vais vous expliquer comment j'en suis venu à cette conclusion. Pour cela, il me faut débuter par une petite anecdote personnelle. Je viens d'un petit village du centre-Bretagne, appelé Melcarèze, dont absolument personne n'entend jamais parler. Or, un jour, un vieux couple qui habitait là est frappé d'un drame. Le mari du couple décède. La fille de ces deux habitants réagit alors d'une bien curieuse manière. Au lieu de déclarer la mort aux autorités compétentes, elle décide d'envelopper le corps de son père dans du cellophane et de le laisser moisir sur le canapé. Pendant plusieurs semaines, la situation reste telle qu'elle. La mère n'étant plus en pleine possession de ses capacités cérébrales. Mais, au bout d'un moment, les voisins commencent à se douter de quelque chose et parviennent à obtenir du maire qu'il réagisse et fouille la maison. Une fois la supercherie découverte, la fille sera condamnée à rembourser les allocations retraite qu'elle avait perçues pour son père défunt. Mais, bref, quel rapport avec Hérostrate d'Éphèse? Bien, il faut savoir qu'après cela, Melcarèze a eu sa place dans les journaux. C'est un drame, certes, mais qui a fait parler de ce petit village enculé. Et qui vous dit que dans 2500 ans, on se souviendra encore d'Éphèse? Elle aura pu être rasée par la volonté des dieux, pillée et repillée comme elle le fut jadis par les Perses, les Spartiates ou les Assyriens. Peut-être ne sera-t-elle plus qu'un amas de cailloux sur les bords de la Méditerranée. C'est là où je veux en venir. Hérostrate, en réalité, n'a pas fait que brûler un temple. Il a sauvé Éphèse des oubliettes de l'histoire de l'humanité. Car si dans 2500 ans, plus personne ne se souvient d'Éphèse et ne sait la situer sur une carte, tout le monde se souviendra de l'histoire du fou qui a voulu brûler un temple pour sa célébrité. Son motif était donc bel et bien la recherche de la célébrité, mais pas pour lui, pour notre cité. Bien sûr, il s'est lui-même mis en avant. Son nom échappera également aux oubliettes de l'histoire. Mais peut-on l'en blâmer? Il en a payé le prix fort. C'est pourquoi je l'affirme. Je le crie à la face du monde. Hérostrate n'est ni un fou, ni un idiot, ni un criminel, mais un génie. Et un génie particulièrement visionnaire. Merci pour les whisky.
n'aurais jamais imaginé me retrouver ici, face caméra, ces conditions aujourd'hui. Il y a maintenant 2 mois, les habitants de la ville ont découvert ma nouvelle œuvre sur l'un des plus grands murs de la ville. Sur mon graphe, une bibliothèque en feu, brûlant de son intérieur, faisant disparaître des centaines de livres. Mais j'imagine que vous le savez déjà. Il y a maintenant quelques jours, cette bibliothèque a été incendiée, avec à l'intérieur 17 personnes. « 17 personnes, la même mise en scène que sur mon graphe. La bibliothèque qui brûle des 4 coins. Moi, ce que je voulais, c'était défendre la culture, l'éducation, les honorer, dénoncer et réveiller la société. Je voulais réhabiliter la culture et les livres. Aujourd'hui, plus personne ne lit. Les bouquins ont été remplacés par des smartphones qui abrutissent la population. Les bibliothèques se sont vidées et avec leurs moyens, l'État abandonne l'éducation. Dans les cités, les bibliothèques sont dégradées et on n'incite plus les gens à lire, alors que c'est si important. C'est ça que je voulais dénoncer. La politique actuelle qui fait mourir la culture et l'éducation à petit feu. L'État qui brûle la cité. Mais une personne a détourné mon œuvre et a fait tout le contraire de ce que je voulais. Elle a assassiné 17 personnes qui n'avaient rien demandé. Cette personne a détruit ce que je voulais faire. Et si on ne l'arrête pas, elle risque de recommencer. S'il te plaît, arrête. Tu n'as pas compris. Il faut que tu stoppes ces meurtres. Tu as anéanti mon œuvre. Tu as détruit ce que je voulais faire. Je voulais sauver la culture, je voulais... Madame Michel, la concierge, dans sa loge, pour lui demander de ramener un courrier à la maison quand le coursier l'apporterait à la loge. Et dans la loge, la télévision était allumée, mais elle ne la regardait pas. Et à la télévision, il y avait un reportage sur les jeunes qui brûlent des voitures en banlieue. Alors moi je regardais les images et je me disais, mais qu'est-ce qui peut bien pousser un jeune à brûler une voiture? Qu'est-ce qui peut bien lui passer par la tête? Hein? Et alors là, c'est cette question-là qui m'est venue. Et moi, pourquoi je veux brûler l'appartement déjà? Les journalistes parlent du chômage, de la misère. Moi, je parle de l'égoïsme et de la fausseté de ma famille. Mais il y a toujours eu du chômage et de la misère et des familles merdiques, non? Alors, je me suis dit que c'était des fausses raisons. Mais pourquoi est-ce qu'on brûle une voiture? Pourquoi est-ce que moi, je veux mettre le feu à l'appartement? J'ai pas eu de réponse.
Jusqu'à ce que j'aille faire des courses avec ma tante Hélène et ma cousine Sophie. Donc après, on a été manger un gâteau et boire un chocolat chez Angelina, le salon de thé de la rue de Rivoli. Alors, vous me direz qu'il n'y a pas de plus éloigné de la thématique jeune de banlieue qui brûle des voitures, mais pas du tout. Parce que chez Angelina, j'ai vu quelque chose qui m'a aidé à comprendre certaines autres choses. Je m'explique. À la table à côté de la nôtre, il y avait un couple avec un bébé. Un couple de blancs avec un bébé asiatique, un petit garçon qui s'appelait Théo. Et on a appris que Théo était un petit garçon adopté, qu'il avait 15 mois quand ils l'ont ramené de Thaïlande, que ses parents sont morts dans le tsunami ainsi que tous ses frères et sœurs. Alors, moi je regardais autour de moi et je me disais, mais comment il va faire, Théo? Il a passé les 15 premiers mois de sa vie dans un village de pêcheurs. Comment il va faire? On était entourés de toutes ces personnes bien habillées et croquant avec préciosité dans des pâtisseries ruineuses. Et puis tout ça pour... Quand on est chez Angelina, on est à Paris, en France, dans un monde riche, hiérarchisé, cartésien, policé, rationnel. Théo, il a passé les premiers mois de sa vie en Thaïlande. Et là, le voilà propulsé dans une position différente et une culture qui a changé du tout au tout. De l'Asie à l'Europe, du monde des pauvres à celui des riches. Alors là, je me suis dit, Théo, lui, il aura peut-être envie de brûler des voitures plus tard. Non, parce que brûler des voitures, c'est un geste de colère, c'est un geste de frustration. Et la plus grande colère et la plus grande frustration. Mais ce n'est pas la misère, ce n'est pas le chômage, c'est pas l'absence de futur, non. C'est le sentiment de ne pas avoir de culture. Parce qu'on est écartelé entre des symboles incompatibles, des cultures différentes. Comment exister si on ne sait pas où on est? Alors on brûle des voitures. Parce que quand on n'a pas de culture, on n'est plus un animal civilisé. On est une bête sauvage. Et une bête sauvage, ça brûle, ça tue, et ça pille. Ma femme tire! Nous sommes en Afrique. Je me contente de rester couché dans la chambre, plongé dans le noir, sous la moustiquaire. Le 30, je suis au Ghana. Les tournées d'aide au développement se multiplient. Mais ça n'a pas le moindre sens. Chaque marque donnée à ces pays est un marque gaspillé. Mais ma femme aime aller en Afrique. Elle tire les lions et les gazelles. Je ne peux pas lui dire non.
Il n'y a pas de limite. La vérité, c'est que vous ne croyez pas en la révolution. Vous n'y croyez pas. Si vous y croyez totalement, complètement, si vous étiez sûr que par nos sacrifices et nos victoires, nous arriverons à bâtir une Russie libérée du despotisme, une terre de liberté qui finira par recouvrir le monde entier. Si vous ne doutiez pas qu'alors, l'homme libéré de ses maîtres et de ses préjugés lèvera vers le ciel la face des vrais dieux. Que pèserait la mort de 2 enfants? Vous reconnaîtriez tous les droits. Tous, vous m'entendez? Et si cette mort vous arrête, c'est que vous n'êtes pas sûr d'être dans votre droit. La vérité, c'est que vous ne croyez pas à la révolution. Stéphane, j'ai honte de moi, et pourtant je ne te laisserai pas continuer. J'ai accepté de tuer pour renverser le despotisme. Mais derrière ce que tu dis, je vois s'annoncer un despotisme qui, s'il s'installe jamais, fera de moi un assassin alors que j'essaie d'être un justicier. Qu'importe que tu ne sois pas un justicier. Si justice est faite, même par des assassins, toi et moi ne sommes rien. Nous sommes quelque chose et tu le sais bien, puisque c'est au nom de ton orgueil que tu parles encore aujourd'hui. Mon orgueil ne regarde que moi. Mais l'orgueil des hommes, leur révolte, l'injustice dans laquelle ils vivent, cela, c'est notre affaire à tous. Les hommes ne vivent pas que de justice. Quand on leur vole le pain, de quoi vivraient-ils donc sinon de justice? De justice et d'innocence. L'innocence. J'ai décidé de l'ignorer et de la faire ignorer à des milliers d'hommes, pour qu'elle prenne un jour un sens plus grand. Il faut être bien sûr que ce jour arrive, pour nier tout ce qui fait qu'un homme consente à vivre. J'en suis sûre. Tu ne peux pas l'être. Pour savoir qui, de toi ou de moi, a raison, il faudrait peut-être le sacrifice de plusieurs générations, de terribles guerres, plusieurs révolutions. Et quand cette pluie de sang aura séché sur la terre, toi et moi serons mêlés depuis longtemps à la poussière. D'autres viendront alors. D'autres, oui! Mais moi j'aime ceux qui vivent aujourd'hui sur la même terre que moi, et c'est eux que je salue. C'est pour eux que je lutte et que je consens à mourir. Et pour une cité lointaine, dont je ne suis pas sûr, je n'irai pas frapper le visage de mes frères. Je n'irai pas ajouter à l'injustice vivante pour une justice morte. Frères, je veux vous dire au moins ceci, que pourrait dire le plus simple de nos paysans. Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour, moi vivant, la révolution devait s'en séparer, je m'en détournerai. Si vous le décidez, j'irai tout à l'heure devant la sortie du grand théâtre, mais je me jetterai sous les chevaux. L'honneur est un luxe réservé à ceux qui ont des calèches. Non. Il est la dernière richesse du pauvre, tu le sais bien. Tu sais aussi qu'il y a un honneur dans la révolution, celui pour lequel nous acceptons de mourir. S'avança à l'habitant de la province de Musashi. Kaneko no Juro Ietada.
Montant d'un cheval pommelé, il portait une cuirasse à lacets de cuir noir sur laquelle il avait jeté une cape rouge. Dans la 19e année de mon âge, pour la première fois, je prends part au combat, s'écria-t-il. Et, l'arc suspendu à l'épaule, il tira son sabre, en toucha son front, puis se jeta dans les lignes de Tameto à grands cris et se mit à galoper de tous côtés. Tametomo, à cette vue, « Ah, le gaillard est courageux. Que l'un de vous court à sa rencontre !» et le ramène à un endroit où son ennemi puisse le voir, dit-il. À ces mots, Takama no Shihiro, de longueur s'élança hors des lignes, rangea son cheval contre celui de Kaneko, l'empoigna, et tous deux de choir. Takama était un colosse d'une trentaine d'années, un solide gaillard. Kaneko, dans sa 19e année, n'était qu'un adolescent encore. Cependant, sans qu'on ne sût comment, Takama eut le dessous. Kaneko, qui se trouvait à cheval sur lui, de ses pieds, lui manait fermement les deux manches et se disposait à lui prendre la tête. Quand le frère aîné, Takama no Saburo, sauta de cheval et, s'approchant par derrière, passa la main dans le trou du casque de Kaneko pour lui tirer la tête en arrière. Lors, Kaneko, qui tenait son sabre dégainé à la main, donna le coup de grâce à Shiro, qui se trouvait sous lui, et, au même instant, agrippa fermement le bord droit de la cuirasse de Saburo, l'attira à lui, et, de bas en haut, par 3 fois, le frappa des stocks. Puis, le repoussa. Oh ah non. Takama no Saburo, renommé pourtant pour sa vigueur, tout d'une pièce tomba à la renverse, grièvement blessé. Sans lui laisser le temps de se redresser, Kaneko se releva, le plaqua au sol et lui prit la tête. Shihiro, qui avait déjà reçu le coup de grâce, ne bougeait plus. Kaneko lui prit la tête et, les deux têtes à bout de bras, attira son cheval à lui, bondit en selle et d'une voix puissante proclama « Habitants de la province de Musashi, Kaneko no Juru Yetada, en la présence de l'illustre cadet de Tsukushi, a frappé 2 de ses hommes liges. Ennemis et amis, voyez sa prouesse, voyez Yetada qui en ce jour s'est couvert de gloire pour les âges à venir. Ce n'est cependant pas parce qu'il a accompli cet exploit qu'il se retira de sitôt. Si dans la mêlée du noble cadet, il est un ennemi qui s'en estime digne, qu'il s'avance et se mesure à Yetada. Il dit et fit virevolter sa monture. Sous le courroux. Voilà qui est intolérable. Je m'en vais remettre ce gaillard à sa place. Il dit et allait s'avancer lorsque Tamemoto le retint. Un instant. Attends, Yesue. Ce n'est pas parce que nous aurons frappé cet homme que le sort de la bataille sera décidé. Abattre sans discernement des hommes d'une pareille valeur serait insensé. Il serait dommage que l'on tue un pareil guerrier. Et c'est ainsi que Kaneko, par un comportement valeureux qui le distinguait du commun, s'échappa de la gueule du tigre et regagna le camp ami. L'homme courageux s'assure la gloire en cette vie. Sa loyauté d'âge en âge perpétue son nom, et l'honneur en rejaillit jusque sur sa descendance, dit-on. Le lâche, non seulement se prive de récompense, non seulement de cela, mais de son vivant il se couvre de honte, et après sa mort ne laisse qu'opprobre, dit-on. Méditez profondément ces vérités, telle doit être la voie des guerriers. Mon mari et moi, nous évitons les cimetières des héros. Nous n'allons dans aucun pays où sont enterrés des héros allemands. Mais alors, vous ne pouvez aller nulle part! Nulle part! Nulle part!
Ah, c'est toi Ouais. Laure. Elle-même. Vas-y, je t'en prie, assieds-toi. Parce que du coup, je t'attendais. Ouais, excuse-moi, je t'avais pas reconnu. Ah bon. Mais ça, c'est sûrement parce que je me suis fait un balayage. C'est vrai que ça change vachement de ma photo de profil et j'avoue que ça change un peu ma tête. Donc, ouais, voilà. pas que, mais... Enfin, T'as pas eu trop de difficultés à trouver le bar, ça va? non. Cool. C'est facile à faire. Je suis bête, j'ai complètement oublié de te demander, mais tu vas bien? Ouais. Ouais? Cool. Tu vas bien. Ouais. Je vais bien aussi. Tout le monde va bien. Cool. Et tu fais quoi déjà dans la vie? Secrétaire. Ah ouais, c'est cool. Mademoiselle, je meurs. Alors oui, moi je prendrais un café long avec beaucoup de sucre, s'il vous plaît. Ok. Mais tu fais quoi là? Mais t'es clairement en train de la mater en fait. Ouais. Bon après c'est vrai qu'elle est pas mal quoi. Elle est même carrément cadeau. C'est vrai qu'elle et moi on en faisait tourner des têtes ensemble. Hein. On formait un sacré duo, je te l'avoue, c'est Attends, quelque chose. tu la connais? Mais si je la connais, mais bien sûr que je la connais, on était modèles photo ensemble. Modèle, photo? Bah, oui. Parce que tu me regardes, tu la regardes, enfin ça se voit quoi. Clairement nos beautés ça match. Mais après je t'avoue que la photo c'est plus un passe-temps qu'autre chose. Car vois-tu, je me considère actrice avant tout. Ah ouais, actrice, genre tu joues dans des spots de pub? Mais non, pour le cinéma. Actrice pour le cinéma. Le cinéma. Mais tu sais, ce n'est même pas un choix. Je n'ai pas choisi le cinéma. Le cinéma m'a choisi. Bon après, j'avoue que j'ai quelques contacts dans le domaine. C'est vrai que ça peut aider. Merci beaucoup. Et voilà, donc j'ai une moderne du cinéma. Mais du coup, genre, tu connais qui? Non, je ne peux pas te dire. Non. Bon d'accord, mais c'est juste parce que c'est toi. C'est ce que je sens qu'il y a un lien de confiance entre toi et moi déjà. Ok. En ce moment, pour mon dernier film, notre tournage m'a amené aux 4 coins du monde. Voilà. On peut dire que d'une certaine manière, je suis un peu une sorte de globe-trotteuse. Donc j'ai beaucoup voyagé. On peut dire qu'avec le budget du film, c'est tellement énorme qu'on pouvait se le permettre. C'était vraiment quelque chose de fat, ouais, vraiment très très impressionnant. Et en fait, je te dis ça parce que tu vois, je te vois avec ton mojito. Et en fait, ça me rappelle l'étape de Cuba, mais comme si c'était hier, quoi. Alors c'était en décembre. Mais Cuba. Mais heureusement que papa avait des relations, parce que sinon je sais pas comment on aurait fait pour gérer la situation avec l'ambassade, mais ça aurait été ingérable, mais t'as même plus... Franchement, mais... Attends, je capte plus exactement le lien entre le cinéma, ton père, l'ambassade... Mais parce que mon père, c'est le réalisateur. Ok. Mais il faut pas que les gens sachent. Vraiment, tu répètes pas. Il faut pas dire. Les gens doivent pas savoir, vraiment. D'accord. Tu me le promets. Oui, oui. Cette communauté l'accepterait pas. D'accord. Vraiment, c'est... Mais pourquoi en fait exactement? Mais ça se voit que tu connais pas Hollywood. Une réputation, ça se... Mais j'en sais qui non, est mais... fait, enfin à quel degré, enfin... Les gens doivent pas savoir que je suis sa fille cachée. Fille cachée. Mais c'est qui exactement? Tu peux dire, enfin... Tu me jures de pas répéter. Oui. Tu me le promets, c'est vraiment parce que j'ai très confiance en toi. D'accord. Ok. T'es prêt? Oui. Est-ce que c'est quand même un truc de ouf, hein? T'es sûr? Oui.
cachée de Woody Allen. Malheureux. La fille cachée de Woody Allen. Non. Non, en vrai, enfin... Je suis la fille cachée de Woody Allen. Le plus dur à vivre, même si je suis la fille cachée de Woody. Eh bien, ce n'est pas tellement ça, c'est plus, au quotidien, d'accepter ma propre célébrité en tant qu'actrice. Car vois-tu, je n'ai que 20 ans, mais je suis déjà fortement pressentie comme étant la sorte de nouvel espoir féminin du cinéma français. Alors imagine si en plus... Oui, Adèle, casse-toi. Bah ouais. Ça devrait être bien. Oula. Alors, je suis désolée, c'est juste que j'arrivais pas à terminer mon compte rendu du coup. Enfin, ma disserte, ouais. Et du coup, je suis venue d'être contente. Ah oui, je peux. Oui, bah non, bah du coup non. T'es mignonne. On se retrouve après, hein. Voilà. Non, en fait, elle parle de dissertation parce qu'elle est étudiante et que comme j'ai beaucoup d'imagination, bah je l'aide. Voilà, c'est tout. Tu peux partir maintenant. Oh, redescends, tu sais. Sans moi, t'aurais jamais ton année. Oh, mais non, mais en fait, c'est parce que là, elle parle d'études, mais parce que, en fait, étudiante, c'est aussi une couverture, tu vois, parce que je suis quand même la fille de Woody Allen, donc forcément, c'est... Oui, ils sont, ouais. On va tomber, hein. C'était qui? Mais le mec, c'était mon rendez-vous Tinder, meuf. Qui faisait, mais que de parler lui, le lourd, mais le lourd. Enfin des glaces, comme elles me font envie les glaces, comme les glaces me font envie, glace. Nous devons rester inflexibles avec le syndicat. Nous n'avons pas le droit de céder. Nous ne devons plus rien accepter. À quoi bon avoir la meilleure police du monde? Jusqu'ici, elle s'est contentée de regarder faire. Mais maintenant, c'est terminé. Maintenant, on tire. Glace. Immigrés, squatteurs, maintenant c'est terminé. Terminé. Calme-toi. La mer. Tous les problèmes se résolvent à la mer. La mer a toujours résolu tous les problèmes. T'es qui pour me dire ça? C'est pas moi! T'as peut-être l'impression que je sais pas, que c'est ce que je veux. Je sais pas. Et même si c'est ce que je veux, parce qu'on veut tout ça, c'est normal. C'est vital de vouloir ça, sinon, je sais pas, on serait pas là, mais ça fonctionne pas comme ça, c'est pas moi. Arrête, putain! Ça sert à rien, tu
hein. Tu devrais peut-être que tu devrais arrêter tout ça. Parce qu'il y a un truc dans ta tête qui, je sais pas, tes filaments, tes trucs qui gigotent, là, ça se connecte pas, hein. Ça fonctionne pas, c'est pas que moi, je suis pas comme ça. Tu vois? Est-ce que tu vois ce que tu veux que moi je fasse? Est-ce que tu te rends compte que c'est pas moi? Que ça c'est toi, que je suis pas comme ça? Tu veux que je te le prouve? Tu veux que je te montre que c'est pas moi? Je vais te faire un dessin? Non, pas un dessin. C'est trop simple, trop facile. Et puis c'est pas moi. Non, je vais te le montrer là devant toi. Ce que tu veux que moi je fasse. Et tu vas voir que... Je sais pas, mais on s'en fout. Que c'est pas moi. Toi? Tu es quoi? Tu es là. Tout seul à l'intérieur de ton petit truc en verre, ton petit truc qui bouge pas, qui est hermétiquement fermé. T'es peinard? T'es tout seul. Moi, suis-je seul dans cette salle? T'es peinard. Tu gigotes. C'est ça, s'amuser? Être seul dans un espace où ça résonne? T'entends? Suis-je seul dans cette salle? Tu m'entends? Cette salle-là, c'est mon espace. Moi, je suis toi et je vais te montrer. C'est simple. C'est bien simple. Toi, pour exister, pour montrer que tu existes parce que tu t'amuses, mais si tu n'existes pas, ça sert à rien. Toi, pour être là, pour que je te vois, pour que je te considère, tu veux que je t'explique comment tu fais? C'est trop simple. Tes deux filaments là, ils gigotent. Est-ce que je gigote moi? Je sais pas. Peut-être, mais on s'en fout. Et puis tout d'un coup, je sais pas comment ça se passe. Comment ça passe de ça à un truc qui existe, mais c'est trop simple. C'est trop simple. Tu chauffes, puis tu deviens jaune, puis orange, et puis tu commences à t'allumer. Et tu t'illumines. Et tu brilles, ça y est. T'existes là, c'est bon, t'existes. C'est pas compliqué. Hein. Mais tu fais pas que ça. Tu flambes en fait. T'es en train de flamber. Tu brûles. Et puis quand tu brûles, t'exploses. Et quand t'exploses, tu fais tout péter. Tu es une lumière? Moi aussi je vais être une lumière, mais comment je fais pour briller, pour exister dans cette salle? Est-ce que moi, pour briller, il faut que je fasse tout péter? Alors il manque un peu de décor. Je vais faire appel à votre imagination du coup, d'accord? Je m'apprête à pénétrer dans un hangar industriel gigantesque.
bureau. Des dizaines de boutons incompréhensibles. Du rouge, du vert. Machine. À côté, une cuve énorme, remplie de chocolat fondu qui va jusqu'au plafond. Jusqu'au plafond. À côté, la même cuve. Et la même cuve. Des litres et des litres de chocolat fondu. Du chocolat partout à l'intérieur de la cuve. De l'autre côté, une autre machine. Un peu différente par rapport à la première, mais aussi impressionnante. D'un côté, on voit encore une autre cuve, et une autre cuve, et une autre cuve. Du chocolat fondu partout. Au milieu de la scène, grâce à la lumière des machines qui s'allument par intermittence, vous pouvez voir apparaître des tapis roulants à l'arrêt. Sur chaque tapis, il y a des milliers de pots. Et sur chaque pot, on peut lire Nutella. Ça y est. Ça y est. Nous y voilà. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis venu faire ma part. Arrêter de ne rien faire dans l'impuissance, mais réagir. Il y a une violence qui existe loin d'ici. Loin de notre quotidien, loin de notre Occident. Et peu importe qu'on le sache ou qu'on l'ignore, cette violence, elle existe. Septembre 2017. Nous sommes dans un petit village dans la région d'Ucayali au Pérou. Ici habitent 6 fermiers, luttant tous contre la déforestation industrielle pour la monoculture de l'huile de palme. Il est 2 ou 3 heures du matin et tout est très calme. Tout est très calme. Soudain, une milice armée débarque et déloge nos 6 hommes. Pieds et mains liés, ils sont jetés dans la rivière d'à côté. Avril 2018. Encore une fois, nous sommes au Pérou, mais cette fois-ci, il fait jour. Olivia Arevalo Lomas est entourée de toute sa famille quand un homme débarque et lui tire 5 balles dans la poitrine. 89 ans. Elle avait 89 ans et avait lutté toute sa vie corps et âme pour la sauvegarde des chants, des traditions et de la culture du peuple Shipibo, menacée de disparition à cause de l'accaparement des terres pour la déforestation et la monoculture de l'huile de palme. Août 2018. Giorgino est retrouvé mort dans sa voiture en feu. Il était le chef de la tribu Guajajara des terres indiennes à la Liboïa. Il était un gardien de l'Amazonie reconnu de tous pour le travail qu'il menait sur la scène internationale, dans une des régions les plus menacées d'Amazonie brésilienne. Mais il était confronté quotidiennement à une mafia du bois surpuissante et ne reculant devant rien. D'autant plus puissante que celle-ci entretenait et entretient encore plus aujourd'hui des liens étroits avec le gouvernement. Je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. 207 assassinats de l'environnement ont eu lieu en 2017. Journalistes, fermiers, membres d'ONG, gardiens d'Amazonie, journalistes, tous ceux qui luttent et dénoncent ces accaparements de terre et cette pollution industrielle sont sans défense face aux géants de l'industrie. Industrie qui puise sa source et sa force ici. Alors oui, je pose une bombe. Je vais tout faire exploser en fait. Vous trouvez ça disproportionné? Je vous fais peur même peut-être. Mais faites attention de ne pas vous tromper coupable. Je vous disais tout à l'heure que la violence existait loin d'ici, mais c'est faux. Ici, dans les villes, tous les jours, on se tape des milliers de pubs. Ça nous casse la tête, ça nous lave le cerveau. Résultat, on a d'un côté des gens
Tout un peuple qui se bat pour survivre et de l'autre côté des gens qui se battent pour des pôles Nutella. La fracture entre ces deux mondes ne fait que s'élargir et cette réalité m'est insoutenable. Alors oui, cette action est grave, mais elle ne fait que souligner la gravité de cette situation. La vérité, elle doit faire du bruit pour qu'on l'entende. La vérité, elle doit exploser. Pas encore la gravité de la situation, de notre situation à lui et moi. Il ne sait pas encore qu'il va devoir grandir sans sa mère. On lui a ôté le droit d'avoir une mère. Ou devrais-je maintenant dire le privilège? Nous ne sommes plus que deux, lui et moi. Mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. Vendredi soir, vous avez ôté la vie d'un être d'exception, l'amour de ma vie, la mère de mon fils. Mais vous n'aurez pas ma haine. Je la vois encore dans mon sommeil, ou même éveillée. Elle est aussi belle que la dernière fois que je l'ai vue. Aussi belle que la première fois que je l'ai rencontrée, lorsque j'en suis tombée éperdument amoureux il y a plus de 12 ans. Elle me manque énormément, je l'avoue. Je suis dévastée par le chagrin et la douleur. Il n'est certes pas facile de perdre un être cher. Mais je refuse de répondre à vos attentes. Je refuse de répondre à vos actes par la colère. Je refuse de succomber à l'ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes, des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément vous a fait à son image, chacune des balles que vous avez tuées, chacune des balles dans le corps de ma femme aura été une blessure en son cœur. Et à chacune des victimes que vous emporterez, cette plaie s'agrandira plus profonde et plus douloureuse encore. Mais qui êtes-vous? Vous êtes qui? Dans quel but faites-vous cela? Je ne comprends pas à quoi cela vous mènera de tuer des gens et de détruire par la même occasion chacune des personnes de son entourage. Mais qu'est-ce qui vous passe par la tête? Vous dites-vous, demain, on va aller tuer des gens? Et vous avez la conscience tranquille après avoir commis des actes aussi horribles et inhumains. Et qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie? Quel est votre métier? Vous êtes terroriste et vous êtes payé. Vous y gagnez quoi à part des vies sur le dos? Je sais ce qui vous dérange. Vous avez besoin de nous. Si le terrorisme est bel et bien un métier, il ne pourrait s'exercer sans ses victimes. Mais nous refusons, et nous refuserons toujours de l'être. Nous ne tomberons pas dans la crainte de vous voir bouleverser nos vies. Nous ne nous soumettrons pas. Nous ne serons pas victimes. Car être victime, ce serait jouer votre jeu. Ce serait porter votre cause aux yeux de tous. Ce soir, ma femme n'est pas victime. Mon fils ne l'est pas non plus. Il vous fera l'affront de s'épanouir en tant qu'homme libre. Il vous fera l'affront d'être heureux, car vous n'aurez pas sa haine à lui non plus.
C'est Janice qui est là. Je sais qu'au-delà où vous êtes, vous aurez sûrement du mal à lire cette lettre. Et que vous auriez eu plaisir à l'entendre. Alors je vais vous la lire. Ça y est, ma voix est cassée. C'est une voix qui m'a rendu célèbre, qui m'a sauvé de l'emprise qui avait ses prétextes sur ma vie. Janis Joplin est le garçon le plus laid du campus. Heureusement, j'avais des bons amis. À Austin. Tu t'en souviens, maman? De Austin? La ville où j'ai rencontré mon idole, Bob Dylan. Sa voix résonne encore en moi. On sera tous célèbres un jour. Janice. C'est toi qui m'as causé tant de tort, maman. J'étais tellement en osmose avec la scène qu'il me fallait quelque chose quand je n'y étais pas. C'était mal. Je le savais. Je le savais. Et ça soulageait un instant mon âme. J'étais tellement porté par l'ambition que je me donnais entièrement, au risque de tomber de haut. Take this lonely heart from this lonely girl. Reaching too high, can't help from getting hurt. And it felt like a ball and chain. Mais j'ai vécu. Oui, j'ai vécu. Heureuse, malheureuse, qui sait, qu'importe. I got to find myself. I got to find my life. Cry, baby, cry. Mon dernier groupe, mon vrai groupe, je l'ai aimé, fort. J'ai passé beaucoup de bon temps. J'ai beaucoup ri, mais ça y est. Ma voix est cassée. Je m'en vais acheter un bar dans le comté du Murray. Je vais voir les gens chanter, danser, faire la fête, aimer, détester, dire. Et se taire. Je vous aime. Love, Janice. Aujourd'hui, je voudrais célébrer ce jour, le 18 juin 2000, le jour de ma naissance, où je suis née. Je ne suis pas née plutôt sous l'auspice de la gloire ou de la célébrité, où je suis née dans l'ombre, sans aucun bruit. Je voudrais célébrer la liberté que m'offre mon anonymat.
Merci beaucoup d'être là. Je voudrais vraiment remercier chaleureusement de tout notre cœur Chloé et Laure qui nous ont accompagnés là pendant toute l'année. Et un grand merci aussi à Kamal qui est le régisseur de la DEC qui nous a permis de... Bah oui, pour le bord plateau. Il va y avoir de la plage. Alors, pour ceux qui ont envie, dans le cadre de Théâtropolis, on va laisser l'animation à Margot et Léa. Sur ce bord plateau qui fait partie du projet aussi dans le cadre du festival de théâtre politique. Donc je vous laisse animer. Le but, c'est juste pendant 5 minutes d'échanger ensemble un peu sur votre démarche, que vous nous expliquiez un peu pourquoi vous avez construit ce projet, comment vous en êtes arrivé là, si vous avez un ressenti particulier que vous voulez partager, et qu'on puisse un peu comprendre un peu plus comment ça s'est monté, tout ça. Ok. Je vais me rapprocher de Laure. Du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu la crève, donc ça me fait dire un peu moins de conneries. Donc du coup, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, donc effectivement, c'était important pour la DEC et pour l'INSA d'essayer de croiser les différentes pratiques. Donc nous, nos spécificités à nous en tant que compagnie. Et du coup, nous, on avait envie de creuser aussi leurs spécificités, entre guillemets, à eux, en tant qu'élèves ingénieurs et élèves de Sciences Po. Ça faisait pas mal de temps que ça nous taraudait l'idée de travailler sur Hérostrat, parce que c'est quand même une thématique qui est très ouverte et très actuelle, tout en étant aussi ancienne, donc ça permet de faire des ponts assez rapidement et de toucher les sensibilités de chacun, je pense. En tout cas, nous, c'était le désir qu'on avait, et de creuser celui-là aussi de cette personne et de cette figure, et qu'est-ce qu'elle dit à l'heure actuelle. Donc ça, c'est un peu pour la genèse. Alors pour le processus du coup en écriture de plateau, nous on a commencé en fait par leur raconter l'histoire très basiquement, à peu près ce que vous avez entendu dans le chœur, peut-être moins fourni même, parce qu'il n'y avait pas le nom des personnes qui avaient continué l'histoire, juste le fait qu'on avait eu son nom et que son nom était sorti aussi. Donc ça a été la première base du travail. Ils ont su cette histoire-là et on leur a dit à quoi ça vous fait penser. Ramenez-nous des matériaux, donc ramenez-nous un extrait de film, une musique, un tableau, un texte qui vous fait penser à ça. Donc après ils ont ramené les matières, on s'est partagé les matières, on les a mis au centre. Et suite à ces matières-là, du coup après on a discuté des différents matériaux et après on est sorti pour chacun une petite problématique qu'ils ont du coup traité chacun individuellement, et après on a rajouté le collectif derrière. Du coup, avec le temps très court, nous ce qui nous intéressait c'était aussi quelles étaient leurs premières intuitions
Et donc on a travaillé à, ok, on entend ce que vous avez à dire, vous, ce à quoi ça vous fait penser en premier, Hérostrate, et aussi on essaie de tirer le fil de ces premières intuitions. Et donc ça a été après un dialogue en aller-retour avec eux pour voir, ok, quel texte, est-ce que c'est, du coup ça les amène à eux écrire, est-ce que c'est des textes qu'on va leur proposer, est-ce que c'est des textes autres, enfin voilà, donc il y en a beaucoup qui ont écrit là dans le groupe. Dans les textes qui ont été ramenés autres, il y a par exemple Thomas Bernhard, Les Dramuscules, il y a Les Justes de Camus, il y a Vous n'aurez pas ma haine, L'élégance du hérisson. Voilà, L'élégance du hérisson de Muriel Barbery, etc. Mais en fait, il y en a pas mal qui ont écrit. Donc la question pour nous, c'est comment est-ce qu'un acte comme celui d'Hérostrate impacte la cité en fait. Et donc il va impacter à des tas d'endroits très très différents et résonner à des endroits personnels, résonner à des endroits plus politiques. Et en fait c'est exactement ce qui s'est passé chez eux. Chacun a pris la problématique à des endroits très différents. Et c'est ça qui nous intéressait de creuser. Après, comme ça reste aussi un atelier de théâtre et de jeu, nous on avait envie de les faire jouer quoi. Donc de les faire y aller, de les faire et de voir qu'est-ce qui était très porteur en termes de jeu, en termes de propositions. Et donc, on a pris le parti de prendre un chantier individuel pour chacun, avec le temps. Et après, vu que toutes les matières, toutes les discussions étaient partagées avec les uns, avec les autres, voir qu'est-ce qui émerge de commun là-dedans, mais en respectant aussi les individualités de chacun. Et surtout, leur offrir à chacun un espace de jeu. Voilà. Donc effectivement, pour en revenir à ce qu'a dit Laure, c'est pour ça que la dramaturgie est un peu éclatée, c'est à quels endroits ça a résonné, et nous ce qui nous intéressait c'était justement cette résonance qui va de pair avec l'histoire d'Hérostrate. Ouais. Par rapport à Hérostrate, mais tout de même, comment vous avez entendu parler d'Hérostrate au début? Parce que c'est pas évident, je sais pas. Moi en tout cas je ne sais pas. J'ai étudié dans plusieurs pays, mais je ne l'ai pas étudié à l'école, je l'ai découvert plus tard. Donc voilà, c'est une question. La deuxième, c'était quel concert de Janis Joplin vous avez passé? Pour Hérostrate, c'est la première fois que j'ai lu, c'est les par Sartre. Par Sartre, dans l'ensemble des nouvelles, c'est dans les nouvelles Lemur que j'ai lu à 11 ans. Et du coup, oui, après à 14 ans, j'étais en psychothérapie. Mais du coup, je l'ai découvert à ce moment-là et ça m'a impacté. Et après, avec le monde, l'avancée du monde, l'endroit où on en est, en fait, justement, de mass média, de la surcélébrité, du terrorisme, on est quand même sur cette génération. On a vu toutes ces choses-là se faire, les premières générations Internet, tout ça. Donc c'est une personne qui restait très fort dans ma tête. J'en ai beaucoup discuté avec Laure. Du coup, c'est devenu commun au bout d'un moment. C'est une pierre que moi j'ai amenée à un moment, mais qu'on a complètement partagée. Et donc du coup voilà. Donc Hérostrate, moi c'est par le biais de Sartre, et après on a lu, il y en a d'autres auteurs qui s'en sont emparés, comme Fernando Pessoa. Donc on le retrouve un peu en petite vie dans la littérature. Et pour le Joplin, c'est toi, Timothée. Hein? Monterrey. Ah, Monterrey. Sinon, c'est intéressant parce que quand on a entendu parler d'Hérostrate par Sartre, ensuite il y a Pessoa. Pessoa sous le nom de Pessoa. Alors je sais pas si c'est pas un. Il me semble que c'est. À mon avis, c'est un hétéronyme. Oui. Parce que c'est vraiment un tout petit livre. Moi j'ai lu La Tranquillité, je ne me souviens pas. Mais bon, il est baladant. Et comme il avait été dans le ouais. Et donc c'est intéressant que ce soit, j'étais en train de réfléchir à ça, donc, le lien Hérostrate-Sartre, ça ne m'étonne pas, par rapport au juste, hein, je pense que c'est bien. Camus, c'est plutôt Sisyphe. Et j'étais en train de penser, Vladimir Volkov, que vous connaissez moins, passionnant, c'est Procuste. Complexe de Procuste. C'est intéressant votre travail. Non, mais c'est comment chacun se relie à sa part de mythologie grecque. Sartre, la Hérostrate, Camus, à Sisyphe, Vladimir Volkov, qui ne fait pas du théâtre, c'est un romancier. À Procuste.
l'ai connu de la fin de la vie. D'accord. Ah bah ça, les artistes et la mythologie, c'est sûr. Moi, j'avais aussi une question pour les étudiants. Du coup, comment vous avez ressenti cette écriture de plateau? Comment vous avez traversé tout ça? Comment vous avez réagi? Qu'est-ce que ça a créé chez vous? Qu'est-ce que vous en sortez? Du coup, les écritures de plateau, elles se sont accompagnées de plein de séances où il y avait on a juste fait des jeux de scène, on a fait des jeux de corps et tout, et donc c'est un peu entremêlé. Et moi personnellement, ça se fait assez naturellement en fait, parce que du coup il y avait beaucoup de relances de votre part. Suite à la première matière qu'on avait ramenée, et ben on avait des indications et moi ça m'a beaucoup guidé quoi, genre, dans mon écriture, et j'ai trouvé que Laure et Chloé avaient un regard très juste. Et pour moi c'était facile de me lancer dans cette écriture, et c'est bien parce que du coup moi j'ai l'impression que ça nous a poussé à aller un peu plus loin que le premier ressenti, en développant un peu plus pour aller vers ce partage qu'on a essayé de faire ce soir. Et est-ce que c'était une première expérience d'écriture ou une première expérience théâtrale, ou t'avais déjà une pratique? Moi j'avais déjà fait du théâtre l'année dernière et un peu au lycée. Mais sinon, c'est une première expérience d'écriture. Ouais. Et moi je pense que si le travail d'écriture, en un mot, ce serait la liberté quand même, parce que ça nous a permis d'être hyper libre au niveau de ce qu'on voulait écrire, et après de la manière dont on voulait le jouer, et au final de venir toucher quelque chose que nous on a décidé, ça nous a fait ressortir le meilleur de nous-mêmes, je pense. Et du coup on a pris du plaisir à jouer grâce à ça. La plaidoirie est excellente. Ouais, moi je suis d'accord avec Timothée. Ce que je trouve super dans tout ce qu'on a fait, c'est que au final, sur le thème commun d'Hérostrate et de toutes les ouvertures actuelles que chacun a pu faire, et ben chacun de nous a sélectionné un point précis et une idée derrière. Et donc du coup, chacun a amené ce qu'il voulait à créer, à revisiter à partir de ça. Et du coup, ouais, ça a fait un panel de visions et de réflexion au final qui est super intéressant là en une pièce. On a tout regroupé avec... c'est ça au final le fait d'avoir plein de scènes avec plusieurs réflexions différentes, et que la personne qui a joué sa scène l'a réfléchi selon sa pensée. Et voilà, je pense que vous en tant que public, du coup, vous avez pu voir comment chacun voulait vraiment insister sur la réflexion qu'il avait, et du coup c'était super divers. Ouais, divers, c'était super divers, et moi j'ai trouvé ça carrément, parce que même le fait qu'on soit des étudiants d'écoles différentes, et on n'a pas la même mentalité ou la même façon de voir le monde en général, ou la société actuelle, et du coup y a pu avoir, on a pu se rapprocher sur certaines réflexions, et voilà, c'est super. Je suis complètement d'accord. En fait, je pense que ça n'a pas été trop ambitieux du coup, puisqu'on l'a fait. Mais moi, j'aurais bien aimé personnellement qu'on ait plus de temps pour continuer à développer, mais la démarche était vraiment trop bien La démarche était trop bien de justement faire ressortir tout ce panel d'individualité et de chantier personnel. Mais si on avait eu le double d'heures, non mais de toute façon on n'a jamais assez, mais on peut toujours progresser. Voilà. Et Genoc, auriez-vous réellement défendu En fait, mon chantier personnel, j'avais apporté plein de trucs, mais qui servaient globalement à rien. Non, mais en fait, le truc le plus utile, c'était une phrase
d'une citation de Jonathan Swift qui disait « On reconnaît un génie en ce bas monde au fait que tous les imbéciles sont ligués contre lui ». Et du coup, mon chantier personnel a été prendre la défense d'Eurostrat. Et donc c'est à partir de là, voilà, ça illustre un petit peu effectivement ce que disait Maëlec avec les sciences. J'ai répondu à votre question, Johanna. Par exemple, pour Youn, effectivement, en première, donc on leur avait demandé en première consigne, Chloé leur avait présenté le sujet, une première séance, et une deuxième séance, du coup, c'est moi qui les ai vus ici, et ils avaient pour consigne de ramener une matière, la première matière à laquelle les avait pensé Eurostrat. Et du coup, Youn, par exemple, est arrivé avec 15 trucs. Non, mais pas 15, mais en tout cas, il est arrivé avec plusieurs textes. Et c'est vrai que dans les textes, il y avait quelque chose de la pensée qui dérape. Je sais plus, tu t'avais ramené Brecht. Ouais. Il avait ramené Brecht, et à chaque fois, les exemples qu'il me citait, par exemple, étaient quelque chose de... C'est quelqu'un dont la pensée dérape, quoi, qui commence à s'inscrire dans le système, en fait, et voilà, et qui vire un peu, quoi. Je l'explique très mal, mais voilà. Et en plus, il y avait donc cette phrase sur l'idiotie. Et du coup, de tout ce qu'il m'avait dit, par exemple, les Berruriers Noirs, bah, c'est Youn qui en avait parlé à la première séance. Deuxième séance, du coup. Et de tout ce qu'il m'avait dit, je lui ai dit, bah, ok, partons sur l'idiotie. Et donc moi, par exemple, je lui ai filé des extraits d'un bouquin qui parle de l'idiotie dans l'art, quoi. Donc avec des exemples de mecs qui ont fait des superbes idioties, genre se prendre en photo d'un mur, tombant d'un mur et sans matelas dessous, enfin des trucs comme ça. Voilà. Et en fait, c'est comme ça que petit à petit, du coup, on a construit. Et après, c'est développé quelque chose dans la dramaturgie globale sur, ok, si on part du principe que c'est comment la cité réagit à un événement comme celui-là, ben, on va avoir plusieurs points de vue qui commencent à se dessiner, dans leur retour à eux. Voilà, il y a le point de vue de la victime, le point de vue des citoyens, le point de vue des journalistes, un point de vue plus personnel de la petite fille qui a entendu parler de l'événement et qui le ramène dans sa famille, enfin voilà. Et donc là, c'était entendre le point de vue de la justice, quoi. Et d'où l'idée qui était venue de faire de Youn un espèce d'Arnaud Klarsfeld qui avait mal tourné, voilà, et qui faisait la défense d'Eurostrat dans les bars. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, peut-être vous, public, par rapport à ce que vous avez vu, par rapport à la démarche encore ou, non, alors, sur le processus, mais sur le processus, c'est vrai que je me suis posé une question, c'est la scène vers le centre de la pièce, au début de la deuxième partie, si on peut parler de partie, avec le rendez-vous dans un café. Pas que, non, vraiment, je ne suis pas bon, mais non, c'est juste que je n'arrive pas à bien comprendre comment elle s'insère dans le... Avoir le lien. Discontinuité. Non, mais c'est toujours la question des chantiers personnels. Rose, à la base, c'était... Moi, je me souviens de la discussion, du coup, là, c'était Laure qui avait avancé, puis après, on était parti en discussion. J'ai plus trop de souvenirs du point. Donc, en gros, comme ce qu'ils ont expliqué, au départ, on devait amener un objet, quelque chose qui nous faisait penser à Eurostrat. Moi, dans ma chambre, j'avais un verre de Pythagore, que j'avais ramené de Grèce, et c'est un verre, en fait, qui se vide à partir d'un certain volume de liquide. Et l'idée derrière, c'était de se dire que parfois, quand on va trop loin, on finit par tout perdre. Voilà, et je trouvais que c'était en résonance aussi avec Eurostrat. Bon, après, j'ai eu pas mal de difficultés à trouver ma scène, mais on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait coller avec l'idée d'aller beaucoup trop loin et finir par tout perdre. Et je me suis dit, pourquoi pas une grosse mythomane. Et après, je me suis dit que c'était plus marrant de faire ça dans un environnement... ouais, non, mais c'est vrai que c'est différent de ce que les autres ont présenté. Mais après, je pense que c'est aussi chouette de présenter des scénettes différentes. C'est vrai que la mythomanie, elle est dans Eurostrat. Oui, est-ce qu'on est prêt à faire pour un désir de reconnaissance, comme là l'instrumentalisation totale d'une personne, ou
Et c'est ça justement qui est intéressant et de voir avec tous les autres, c'est que nous on n'est pas partis, on n'a pas c'est un dialogue de travail, donc on n'a pas été censeur de choses. Ce qui nous intéressait, c'était justement de voir à quel endroit ça allait, comment ça résonnait, et de justement voir apparaître des univers très différents, des types de prise en charge très différents. Et là, justement, comme on parle de la cité, ce qui est beau dans une ville, ce qui est beau en général, c'est ce que créent les différences. Et du coup, on a vraiment cherché à pousser à accompagner, puisqu'on n'a pas eu à le pousser, elle était là de fait, cette chose-là. De voir aussi, bon, là, voilà, on n'est pas obligé de créer consensus pour faire œuvre. Non, j'ai bien entendu, hein, j'ai bien compris. Non. Ah non, ah merde, c'est possible. Non, au contraire, vous m'avez fait penser à un film, si vous avez l'opportunité de le voir. Moi, je crois que la plupart des acteurs ici sont préparés pour le voir. C'est pas évident et il ne faut pas compter sur la génération antérieure pour vous passer de vie, n'est-ce pas? Alors que c'est quand même le plus grand réalisateur français des 40 dernières années. C'est Jacques Rivette et c'est Antoine. Il y a la version de 12h40, le film dure 12h40. Et puis vous avez celle qui dure 4h30, Antoine Sprech. Et donc il y a du théâtre d'improvisation formidable. Et un hommage au grec, chez Rivette, le théâtre est très important. Et voilà, vous avez l'opportunité de voir ça, je crois que c'est sorti en DVD, dans le je crois que c'est, vous pouvez le voir en DVD. La deuxième piratée sur l'antique, celle-ci, en plus, vous avez cette part, mais ceci n'existe plus. Ça sert à débarquer à 6 heures. D'envoyer à 6 heures du matin, les jeunes, plus en phase de piratage, c'était de citer 400 €. La police a débarqué à 6 heures du matin en Suède et en France en même temps. Juste pour voilà, après. Je tiens à le dire quand même parce que ça bon, la SACEM, c'est vraiment une grosse mafia. Juste pour revenir sur la scène de Rose, par exemple, l'endroit où elle a finalement abordé la thématique, nous semblait aussi hyper juste. Parce que voilà, quelqu'un qui fait un acte comme celui d'Hérostrate, donc il va cramer, parce que le temple d'Artémis, ça faisait à la fois temple, banque, bibliothèque, enfin c'était l'espèce d'édifice public total et privé. Qu'est-ce que ça raconte du rapport à la célébrité en fait, et du coup, du rapport d'une civilisation à la célébrité, et sur l'impact et la pression que ça peut mettre sur les gens à titre personnel ou individuel, et donc à l'échelle d'une fille qui est étudiante et qui est tellement rattrapée par cette pression-là, en fait, qu'elle en vient à mythomaner complètement un rendez-vous Tinder. Enfin, ça ne me semblait pas forcément si éloigné de la réalité et très très en rapport avec la thématique. Sauf si d'autres questions. Oui. Oui, une question pour les étudiants. Il y a un écrivain, Bruce Chatwin, qui a intitulé un de ses livres Je fais l'art, et c'est un petit peu la question que finalement pose Hérostrate aussi. Qu'est-ce que je fais là, moi, dans la cité, quoi, avec cet événement-là, quoi. Et je me suis demandé si ça avait un écho aussi sur qu'est-ce que je fais là, moi, en tant qu'élève ingénieur. En posant cette question, je pense aussi à une vidéo que je pense vous avez, je pense tous vu. C'est la remise de diplôme à Centrale Nord. Alors oui, qu'est-ce qu'on fait là? C'est un peu la question qu'on va se poser, je pense. Et on travaille beaucoup à chercher la réponse, et je pense qu'en théâtre aussi, ça nous a pas mal aidé peut-être dans nos réflexions. Ça nous a ouvert plein de possibles. Et effectivement, qu'est-ce qu'on fait là? C'est une question à laquelle on n'aura pas forcément de réponse jusqu'à la fin. Vous savez ce que vous faites là? On y travaille tous, et c'est hyper dur d'avoir la réponse. Ça peut être assez angoissant aussi de ne pas savoir. Et donc, il y en a qui peuvent commettre des actes de terrorisme pour se donner des preuves qu'ils existent, pour se donner des preuves qu'ils ont quelque chose à faire,
si on n'a pas de but dans la vie, on peut s'en inventer. Et c'est pas forcément une bonne idée d'aller brûler un temple, mais pour certains, ça aide. Je sais pas que je vais aller brûler une sœur. Tu disais du coup en tant qu'ingénieur aussi, qu'est-ce qu'on fait là? Tu as spécialisé à la question. Ça c'est une très bonne question ça. J'essaie de répondre depuis 3 ans dans la plus grande détresse. Et il y a des moments où il y a des réponses un peu qui laissent et j'y crois et puis parfois ça s'envole un peu. Et le théâtre, je pense que ça me permet de me donner plus de richesse et d'énergie pour y croire peut-être à certains moments. Mais il n'y a pas de réponse claire et c'est ça. Enfin, j'ai jamais eu un moment où ça m'a fait ce cycle-là. Voilà. Après, il y a l'ingénieur, il y a le citoyen, il y a l'humain sur Terre de élargir un peu plus. Quoi. Moi, je sais que, en fait, moi j'ai ramené comme matériau personnel l'œuvre d'un performeur russe qui, en gros, a fait des choses. C'est Piotr Pavlensky qui s'est cloué les testicules devant le Kremlin pour dénoncer une action politique. Et c'est là-dessus qu'on m'a dit qu'est-ce que toi tu pourrais détruire pour tes idées en fait. Et donc là en fait ça m'a. Je me suis dit, moi je m'étais jamais trop posé la question qu'est-ce que je pourrais détruire. Et là qu'est-ce que je fais là en fait, peut-être que je pourrais détruire. Tout ça pour dire que c'est pas dans tous les sens. On n'a pas créé de groupe terroriste. C'est un jeune qui justement autour de la violence terroriste contre lui. C'est pas une question, c'est plutôt un commentaire par rapport au texte et par rapport au titre Hérostrate, travail en cours. Je pense que ce que vous avez vécu cette année va continuer à travailler en vous. Enfin, quand je vous entends parler sur des lieux que vous avez fait sur scène, les questions que vous vous posez à votre âge, ça me paraît important. Donc j'espère que le travail va continuer en vous aussi. Je pense que c'est un bon mot de la fin. Merci à tous pour l'échange. Bravo.